Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de laboratoire pour GLO 2005, Introduction aux bases de données. Donc, on a fini dans le cours le chapitre sur la sécurité et l'autorisation dans les bases de données. Et le laboratoire cette semaine va justement regarder quelques problèmes sur ce sujet. Des problèmes tirés une fois de plus de l'examen 2019. Il y avait 4 questions différentes dans l'examen 2019 sur ce sujet. Mais qui touchaient tous plus sur la théorie, donc vérifier vos connaissances sur la théorie qu'on avait abordée, plutôt que des exercices plus pratiques comme sur les graphes d'autorisation. Ça, on a vu en 2018, les commandes grant and revoke, etc. En 2019, on était plus axé sur la théorie. Donc, la première des questions, c'est une mise en situation. Donc, on a une base de données d'une compagnie qui inclut une relation contenant des informations personnelles sur ses employés et une relation contenant le catalogue de produits, donc une sorte de magasin en ligne. La relation employé est privée, c'est évident, contient des informations personnelles, alors que la relation catalogue est publique et peut être accédée à travers le site web public de la compagnie, évidemment pour maximiser la clientèle, maximiser les achats. Donc, il n'y a aucune authentification pour accéder au site web et consulter le catalogue. On veut vendre le plus possible au plus grand nombre de personnes possible. Pour faciliter la navigation, une barre de recherche est disponible sur le site web qui permet aux visiteurs d'envoyer des requêtes au catalogue dont les résultats sont affichés sur le site web. Bon. Après plusieurs essais et erreurs, Bob, toujours le maudit Bob, découvre la forme de la requête envoyée à travers la barre de recherche et la structure des relations de la base de données et réussit donc à écrire une recherche qui affiche tout le contenu de la relation employée sur le site web et donc a accès à toutes les informations personnelles, privées qu'on essayait de cacher. De quelle sorte d'attaque s'agit-il? On a vu une variété d'attaques dans le cours, les chevals de Troie, le hameçonnage, les canals cachés. Celle-ci, spécifiquement, c'est une attaque par injection de code. Injection de code. Et on le sait parce que c'est exactement ce que Bob a fait. Il a injecté son propre code. Il a injecté son propre code dans une barre d'un site web non sécurisé. Et en insérant son propre code plutôt que les requêtes de catalogue, il a été capable d'accéder à des informations du site web. Ce n'est pas une autre attaque, notamment ce n'est pas un canal caché parce qu'il n'utilise pas un canal caché pour obtenir de l'information, il utilise un canal officiel qui sert à obtenir de l'information, la barre de recherche et le site web, mais il l'a manigancé pour obtenir une information autre que celle qui est supposée être fournie par ce chemin-là. Comment peut-on prévenir ce type d'attaque ou cette attaque spécifiquement? Une immense variété de réponses est possible. Évidemment, la plus évidente, c'est contrôler l'entrée. Donc, en ayant une limite de longueur, en limitant les recherches aux produits de catalogue, en filtrant le contenu de la recherche pour éliminer les mots-clés SQL. C'est toutes des façons de filtrer l'entrée pour ne pas que ce soit possible d'envoyer une requête SQL par la barre de recherche. Je dirais que ça, c'est la réponse la plus évidente, la première sur laquelle tout le monde tombe. C'est une réponse tout à fait acceptable, mais il y a une variété d'autres solutions qui sont également possibles. Crypter. Cryptage de la base de données employée. Comme ça, même si Bob est capable d'injecter du code et d'obtenir le contenu, il obtient du contenu crypté qu'il est incapable de déchiffrer. Et donc, le contenu ne fuit pas, n'est pas obtenu, n'est pas perdu. Contrôle d'accès. Donc, que ce soit discrétionnaire ou obligatoire, faire en sorte que la base de données employée n'est pas une base de données publique, il faut simplement connaître une requête pour accéder, mais une base de données privée que certaines personnes autorisées peuvent obtenir. Et donc,
injection de code aurait échoué dans ce cas-là. On a une architecture différente. Donc, si nos deux bases de données employées et nos deux relations plutôt employées et catalogue ne sont pas deux relations dans une même base de données, mais sont deux bases de données différentes, même sur deux serveurs complètement disjoints, alors Bob ne peut pas écrire une requête sur un qui accède aux données de l'autre parce qu'elles ne sont pas connectées. Donc, il y a d'autres options aussi, vous pouvez réfléchir à d'autres options. Il y a aussi des options qui étaient inacceptables, qui sont n'importe quoi qui nécessite de rendre la base de données catalogue moins accessible. Donc, éliminer la barre de recherche. Donc, où est-ce qu'elle est, elle? Éliminer la barre de recherche du site web de catalogue. Ce n'est pas une option acceptable parce qu'on veut cette barre de recherche, on veut que nos clients soient capables de faire des requêtes. Un outil de journalisation, comme on a vu dans le cours, permet d'étudier les requêtes qui ont été faites sur le site web, permet de détecter des attaques. Ce n'est pas une solution acceptable ici parce que le but est de prévenir l'attaque et non pas de la détecter après qu'elle a eu lieu. Journalisation serait utile devrait être en place, devrait être quand même étudiée pour détecter rapidement les attaques qui ont eu lieu, mais la question demande clairement de prévenir l'attaque. Donc, ça n'aurait pas été une bonne réponse dans ce cas. Deuxième question qui peut dans l'examen porter sur la sécurité est celle-ci. Donc, le modèle, il y a de l'action ici, je ne sais pas si vous entendez ça. Le modèle Bell-LaPadula implémente deux propriétés, comme on a vu dans le cours, la propriété simple, la propriété étoile. La propriété étoile dicte qu'un utilisateur ne peut pas écrire dans un document d'un niveau de sécurité inférieur au sien. Expliquer l'importance de cette propriété dans le modèle de sécurité. Son importance, c'est de prévenir les fuites d'informations. Elle fait ça en garantissant qu'un utilisateur d'un niveau de sécurité quelconque ne peut pas écrire dans un document, donc a accès à de l'information à son niveau confidentiel, mais ne peut pas l'écrire accidentellement ou délibérément dans un niveau inférieur au sien. Donc, ne peut pas prendre l'information confidentielle, l'écrire dans un document public. Peut uniquement l'écrire dans d'autres documents au même niveau de sécurité ou dans des documents de sécurité supérieure, donc propager l'information vers le haut, vers les niveaux plus sécures. Est-ce que cette propriété est une défense contre les attaques par cheval de Troie? Expliqué. La réponse, c'est oui. C'est une défense. Pourquoi? Parce qu'un cheval de Troie va installer un logiciel sur votre ordinateur qui va saisir de l'information et l'envoyer vers une autre source. C'était l'attaque que Bob faisait contre le contrôle d'accès discrétionnaire. Donc, on a une BD confidentielle avec un cheval de Troie installé dessus, représenté par un petit virus ici. Et il est capable donc de saisir de l'information dans la BD et l'écrire dans une autre BD publique. Et une fois de plus, la propriété étoile fait en sorte que cette transition est impossible, que le cheval de Troie pour accéder à l'information confidentielle devra s'exécuter comme du code confidentiel. Il peut être installé secrètement sur l'ordinateur d'une personne avec ce niveau de sécurité ou a saisi un logiciel avec ce niveau de sécurité. Donc, il est capable d'accéder à l'information, mais ensuite, pour aller l'écrire à un niveau plus faible que le sien, ce serait une violation de la propriété étoile. Troisième question, dans l'examen, c'est en fait la dernière question avec 2 points DE qui sont différents. Donc, soit une base de données qui implémente et utilise toutes les fonctionnalités du contrôle d'accès obligatoire et du contrôle d'accès discrétionnaire. Donc, tout ce qu'on a vu dans le cours comme contrôle d'accès existe sur cette base de données. Est-il utile d'utiliser du cryptage des données dans ce cas expliqué?
La réponse, c'est évidemment un gros oui, c'est utile d'avoir du cryptage des données. La raison, une raison très simple et pratico-pratique, une sécurité parfaite n'existe pas. On a sécurisé notre système autant qu'on peut, mais il existe des centaines de milliers de cybercriminels qui vont quand même essayer de trouver une façon d'y accéder. Et il y en a qui vont réussir, ils vont avoir une idée qu'on n'a pas eue, ils vont avoir une nouvelle, ils vont découvrir une nouvelle faiblesse du logiciel qui n'était pas connue et vont l'exploiter. Ou bien un utilisateur va simplement faire une erreur, va laisser son mot de passe traîner, va le donner à son ami quand il va en vacances, va se faire appeler par l'inspecteur de mots de passe, comme on a vu dans le comic de Saturday Morning Breakfast Cereal. Bref, une va être victime d'hameçonnage, évidemment. Les tentatives d'hameçonnage sont extrêmement communes et continuent à bien fonctionner malgré qu'on crée à tue-tête à tout le monde de faire attention à ça. Bref, il va y avoir un jour une faille quelque part qui fait qu'un cybercriminel va être capable de contrôler toutes nos options de sécurité, peu importe combien on en a mis, et va voler les données. Donc, le cryptage est important pour se protéger contre cette éventualité. Finalement, décrivez un avantage du contrôle d'accès discrétionnaire comparé au contrôle d'accès obligatoire. Donc, les deux options de contrôle d'accès qu'on a vues dans le cours. Si vous vous souvenez, discrétionnaire permet d'ajuster finement les options de sécurité de chaque utilisateur avec des grants et des revokes et des niveaux de privilèges adaptés à chaque relation et à chaque view pour combiner spécifiquement les attributs qu'on veut, des relations qu'on veut, et donc d'aller finement chercher ce qu'on veut donner. Alors qu'au niveau de contrôle d'accès obligatoire, la sécurité est appliquée aux objets, donc il y a des objets top secrets, confidentiels, privés, et les utilisateurs ont accès à un niveau. Donc, si tu es confidentiel, tu as accès à tout ce qui est marqué confidentiel, exactement comme l'autre utilisateur confidentiel a accès aux mêmes choses. Et c'est là justement l'avantage du contrôle d'accès discrétionnaire comparé au contrôle d'accès obligatoire, le niveau de finesse qu'on peut avoir dans la gestion de la sécurité. Donc, si je veux que, pas Bob, parce qu'on l'aime pas Bob, mais Alice ait exactement l'accès à deux attributs d'une relation et un attribut d'une troisième relation, je me fais une vue avec deux attributs de la relation et un attribut de l'autre relation, et je lui donne le privilège que je veux lui donner à cette vue uniquement, et elle a uniquement cet accès. Alors que ici, si les attributs en question sont dans une relation au niveau confidentiel, ben Alice va avoir son accès confidentiel. Elle n'aura pas uniquement accès à ces deux attributs et l'autre attribut de l'autre relation. Elle aura accès à tous les attributs de toutes les relations qui sont confidentielles. Donc, le niveau de finesse, de détail, de sécurité du contrôle d'accès discrétionnaire est son principal avantage comparé au contrôle d'accès obligatoire. Et c'est tout. C'était assez rapide. C'était toutes les questions qu'on avait sur la sécurité dans l'examen de 2019. Comme vous voyez, des questions quand même assez simples, assez rapides à répondre pour quand même beaucoup de points dans l'examen. Donc, c'est tout pour le labo de cette semaine. J'espère que vous en avez profité. Ça vous donne des idées de révision pour la sécurité. Et sur ce, on se revoit au cours la semaine prochaine.